Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence réitérée, si je peux dire, parce que je connais un certain nombre d'entre vous qui avaient participé à tous les ateliers, les réunions de concertation de cet important projet qui va modifier, dans l'intérêt de tous, le parc, le stade Suzanne Lenglen. Je voudrais cette présence d'Anouche Toragnan, qui est adjointe à la maire de Paris, chargée de la vie associative, la participation citoyenne et des débats publics, c'est bien ça. Mon adjointe de quartier, Marion Pariset, qui est là, très bien. Et puis un certain nombre de responsables municipaux, Monsieur Leclerc, directeur d'urbanisme, directeur d'urbanisme de la ville de Paris, Monsieur Montmori, chef de projet, devant. Qui est devant, voilà, merci. Laurent Corbin, chef du service de l'équipement à la DGS. Il est juste à l'extérieur. Voilà, il prend le frais, avec sans doute le chef de la circonscription, Philippe Schott. Voilà, bon, très bien, quand ils seront prêts, ils viendront. Ben voilà, ils arrivent au moment où je les cite, ça tombe bien. Monsieur Schottet et Monsieur Corbin. Laurence Kayser-Gruber, chef du service du paysage de l'aménagement à la DEV, qui est là au premier rang. Voilà, ben, je crois que j'ai cité, peut-être pas tout le monde, mais enfin bon, ceux qui étaient sur ma feuille en tout cas. Alors, je ne sais pas s'il en manque, mais ils pourront s'exprimer. Donc voilà 5 mois, nous avons lancé la concertation sur le secteur dénommé Plaine de Vaugirard, hein, ces 30 et quelques hectares qui sont une enclave en quelque sorte de l'autre côté du périph' et qui appartiennent à Paris et qui comprend le parc Suzanne Lenglen où nous nous trouvons, l'école et la cité des Frères Voisins, l'Aqua Boulevard, l'héliport, j'allais dire feu l'héliport mais pas tout à fait, pour une réunion, enfin bon voilà c'est dans nos espoirs en tout cas, pour une réunion de restitution, c'est ça le sujet de ce jour, qui vise à faire le point après les ateliers de ces derniers mois auxquels vous avez participé, vous aurez dans quelques instants, et puis préciser, voilà maintenant parce qu'on avance, il faut avancer, les objectifs d'aménagement qui vont être mis en œuvre d'un commun accord par la mairie de Paris et la mairie du 15e. Je voudrais quand même rappeler aussi que dans cet immense projet de restructuration de cette plaine de Vaugirard de 35 hectares, se développe aussi un projet de réaménagement dont nous ne parlerons pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais qui est le réaménagement, je vous le rappelle quand même, du secteur de l'Aqua Boulevard sur 6 hectares, porté par la société WO2, qui est une société de construction en bois, enfin vous voyez, bon, voilà, des matériaux décarbonés, qui est déjà bien avancé, que nous avons adopté il y a quelques jours à l'unanimité au Conseil d'arrondissement et au Conseil de Paris. Projet très attendu. Moi, depuis que je suis maire, j'essaie de pousser un projet de ce type, notamment pour désenclaver la cité des Frères Voisins. Et puis, bien sûr, projet qui s'inscrit pleinement, même si je ne vais pas revenir en détail dessus, dans le cadre des objectifs du plan local d'urbanisme bioclimatique. En quelques mots, je vous rappelle, pour que vous ayez quand même ça en tête, parce que c'est très important pour l'aspect que va prendre le quartier dans les années à venir, parce que c'est un projet qui va commencer dans quelques mois. Hein. C'est donc de l'immédiat, ce n'est pas du moyen terme, c'est du court terme. Si les problèmes techniques de dernière minute arrivent à être réglés, parce que toujours, dans ces immenses projets d'urbanisme, il y a toujours des impondérables et des choses qu'on n'avait pas prévues. Mais enfin bon, rénovation totale du bâtiment existant de l'Aqua Boulevard, qui a pris un sacré coup de vieux quand même. Le parc aquatique, le Forestil, les cinémas Gaumont-Pâté qui vont être entièrement refaits, et avec un peu moins de salles, mais plus de confort évidemment, le magasin Décathlon et les bureaux. La création d'une rue piétonne arborée, c'est tout à fait fondamental parce que c'est cet axe qui va partir de la place de la Porte de Sèvres quasiment jusqu'aux Frères Voisins et qui va permettre de désenclaver la cité des Frères Voisins avec une rue piétonne arborée, on y tient beaucoup bien sûr, qui sera en son milieu doté d'une grande place de 1000 m². Vous voyez, c'est à peu près la place Mouffetard, enfin je ne sais pas si vous voyez, mais c'est à peu près cette dimension-là, et qui donnera accès, c'est par là qu'on entrera désormais à l'Aqua Boulevard et au cinéma. Donc c'est sur cette placette où il y aura des bistrots, enfin une espèce de vie locale, enfin, on espère en tout cas, qui sera le centre un peu de tout dans ce nouveau secteur. 400 logements, dont une centaine en accession sociale à la propriété, c'est très important, c'est nouveau dans le quartier. Une centaine en accession sociale à la propriété. Une troisième résidence étudiante, il y en a déjà deux, hein. Il y en a une qui avait été créée il y a 20 ans, 25 ans, une autre qui a été inaugurée de Paris Habitat il y a 1 an à peu près, avec une centaine de studios pour étudiants, et une troisième, parce que nous avons des besoins très importants en matière de logement et d'étudiants, puisque le 15e est devenu le 2e arrondissement étudiant parisien, avec
entre 35 et 40 000 étudiants quand même. Ça s'est fait en quelques années, mais donc il faut aussi en loger un maximum. Une maison de santé en secteur 1, qui était une revendication vraiment importante. Oui, j'entends que, voilà, même si vous êtes en bonne santé, c'est bien d'avoir une maison de santé en secteur 1. Ça n'a pas été simple, mais enfin, en tout cas, elle est acquise. Un lieu de culture, une sorte de petit théâtre, enfin bon, c'est ce qu'on en fait. Une crèche de 30 berceaux, un dojo, et peut-être la maison de l'artisanat de la Chambre des métiers. Voilà, donc c'est un peu ça qui est prévu dans ce secteur, j'en dirai pas plus. Bon, alors, évidemment, ce secteur est particulier parce que vous avez vu que c'est rénové complètement le côté, ici les Moulineaux, si je peux dire, de la rue du Colonel Pierre-Avia, qui est quand même dans le 15e, il n'y a que les façades, l'arrière, les bâtiments sont sur ici les Moulineaux, ce qui fait que quand on inaugure à deux, André Santini et moi, puisque les façades, les numéros des rues sont dans le 15e et les bâtiments sont sur ici les Moulineaux. C'est un peu compliqué, mais enfin... Donc, moi, ce que je refuse, c'est un développement à deux vitesses, avec d'un côté des entreprises... nouvelles, modernes, hyper propres, etc., et qui ont des milliers de salariés d'ailleurs entre Nestlé, La Poste, la SMA, etc. Et donc, et de l'autre côté, un secteur qui serait délaissé. Donc, nous avons obtenu de Paris Habitat, là aussi, ça s'est fait en plusieurs étapes, mais bon, je passe là-dessus, la rénovation des 850 logements des frères voisins, avec le déblocage de 40 millions quand même qui ont été annoncés par la ville et qui vont permettre la rénovation des logements. Il y a eu d'ailleurs un plan de 5 millions au départ, vous vous souvenez, pour les ascenseurs et les radiateurs, mais c'était totalement insuffisant. Donc on a poussé un peu les feux pour obtenir 40 millions pour une rénovation plan climat, si je peux dire entre guillemets, complète, des façades, etc. Enfin bref, et du confort, mise aux normes pour le climat et le désenclavement que j'évoquais. Donc, alors, si la réflexion, maintenant pour revenir plus précisément à notre sujet, sur la transformation du parc sur l'Angleterre est rendue possible, c'est aussi parce que l'État a enfin accepté d'admettre l'idée qu'il n'était plus possible de maintenir au cœur d'une métropole de 12 millions d'habitants, c'est comme la région, un héliport, mais bon, c'est pareil. Malheureusement, d'ailleurs, s'il y avait un seul hélicoptère, bon, ça irait. Un héliport, ben je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 8000 vols. Alors, on a diminué le nombre de vols. Moi, quand je suis arrivé maire, il y avait 15 000 vols par an, avec des engagements, des chartes de l'héliport, etc. On a réussi à faire baisser jusqu'à 8000 vols annuels, mais c'est quand même 8000 vols pendulaires, c'est-à-dire qui atterrissent et qui décollent, et 4000 vols de transit qui passent au-dessus, donc ça fait beaucoup quand même. Alors qu'il y a quelques années, on nous avait annoncé, l'État s'était engagé à supprimer les vols de transit, ça continue toujours, et puis les 8000 vols. Et ce qui est embêtant dans ces 8000 vols, c'est que la proportion de vols plus bruyants et plus polluants a augmenté au lieu de diminuer. Enfin, vous le constatez, c'est pas pour dire. Moi, j'ai habité à côté de l'héliport il y a quelques temps. Je vais vous dire que le week-end, c'est sympa. Surtout que c'est surtout le week-end. Alors, on me dit c'est pour l'activité économique. Alors, pourquoi c'est le dimanche? Excusez-moi, ça me paraît bizarre, cette affaire. Donc, en tout cas... Même si, et vous savez, quand un hélicoptère décolle, c'est 100 à 200 000 riverains qui l'entendent, quand même, ça fait beaucoup, jusqu'à Sèvres. Bon. Bref, alors, l'État a quand même décidé, enfin, après 15 ans, 10 ans de combat, de rétrocéder à la ville la moitié de l'héliport, un peu plus de la moitié de l'héliport, à l'issue des Jeux Olympiques, parce qu'il y avait le renouvellement de la concession, vous savez, de l'héliport de la mairie de Paris, aéroport de Paris, qui s'achève fin 2024. Donc on en a profité pour mener un combat assez rude, et l'État n'a pas cédé sur tout, mais a accepté de restituer une partie de l'héliport, un peu plus de la moitié. Ce qui est embêtant, c'est que sur deux parcelles distinctes, au lieu que se fasse un tout, c'est deux parcelles distinctes, enfin on en reviendra. Mais ça ouvre quand même, vous en parlerez tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans le détail, des opportunités afin de restructurer le parc et les espaces sportifs de Langlaine, parce que moi j'ai dit évidemment il n'est pas question de construire quoi que ce soit là-dessus. C'est pour avoir de la végétalisation, des installations sportives, enfin voilà, des choses comme ça, mais pas une seule construction, sinon c'est autre chose. Donc voilà, tout ça va nous permettre aussi de transformer la place de la Porte de Sèvres avec une grande entrée de ce parc, et puis aussi la transformation de la place de la Porte de Sèvres qui est un enchevêtrement de voitures, de piétons, de cyclistes invraisemblable, surtout à certaines heures de la journée, qui n'est pas opportun de maintenir et qui sont saturés. D'ailleurs, je propose, il y a quelqu'un qui m'en a parlé d'ailleurs tout à l'heure sur les origines, c'était prévu, de percer
le talus du périphérique au bout de la rue Gérald de Boissieu. Vous voyez la rue Gérald de Boissieu, c'est cette voie, ce cul-de-sac qui sépare le ministère des Armées de Altis Média, BFM, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le ministère des Armées? Bon, il est assez gros pour qu'on le voit. Bon, ben, quand on arrive au bout, il y a un espace où il y a un restaurant, d'ailleurs, qui s'appelle Les Trois Présidents. Et puis, c'est une espèce de rue, mais une rue qui aboutit sur le talus du périph'. Et de l'autre côté, il y a Altis Média avec BFM, RMC, etc. Enfin bref. Et donc, l'idée, c'est de percer sous le talus du périph' pour permettre d'alléger la circulation sur l'avenue de la Porte de Sèvres, puisqu'au lieu que tous les véhicules qui veulent aller sur Issy-les-Moulineaux en banlieue passent par l'avenue de la Porte de Sèvres, ce qui fait un enchevêtrement incroyable, un embouteillage permanent, mais qu'il y en a une partie qui passe sous le talus du périph', à condition de le percer, bon, c'est pas pour tout de suite, mais quand même, c'est un projet, et qui arrive sur la rue Henri Farman, et qui permettent d'accéder par ce secteur, par cette partie-là, à Issy-les-Moulineaux, vous voyez. Donc ça permettra d'alléger la circulation. Bon, alors, il y a quand même un sujet sur lequel je suis inquiet. Nous essayons de faire front courageusement avec la ville de Paris ensemble. C'est sur l'opposition au développement des taxis volants. Parce que c'est bien gentil les taxis volants, je comprends bien l'innovation. Moi, j'ai rien contre les hélicoptères, pas plus que contre les taxis volants, sauf que je vois les nuisances. Et il est envisagé par Aéroports de Paris notamment, aussi par la DGAC qui est toujours en sous-main, tous les mauvais coups, c'est toujours la DGAC en arrière-main. Hein. C'est eux le mauvais génie de cet endroit. Hein. Donc, de faire une ligne, je ne sais pas, le Bourget ou Roissy, Paris, ici, les Moulineaux, là, l'aéroport, pour faire atterrir, pour faire une ligne régulière de taxis volants. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les IVTOL, enfin, c'est les taxis volants qui... les gens qui veulent prendre un taxi volant à Roissy, ils arrivent en avion à Roissy, veulent aller à Paris, puis ils prennent un taxi volant. C'est une sorte de mini-hélicoptère, je ne sais pas comme ça. Alors évidemment, c'est électrique. Alors on me dit, oui, ça ne fait pas plus de bruit qu'un bus, sauf qu'un bus qui vous passe au-dessus de la tête, excusez-moi, mais c'est quand même un peu bruyant. Surtout s'il y en a plusieurs dizaines. Et puis les gens qui vont arriver à l'héliport, ils ne vont pas partir à pied de l'héliport. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui partiront en trottinette ou en vélo, mais j'en doute, vu la clientèle que ce sera, donc ils vont venir en voiture. Bref, je dis, mon idée, c'est de récupérer, et je ne lâcherai rien là-dessus, la totalité de l'héliport. Et je sais que c'est l'objectif de la ville de Paris aussi. Donc récupérer la totalité. On a la chance de pouvoir obtenir un poumon vert de près de 8 hectares. Ce n'est pas tous les jours quand même dans Paris. On ne va pas se laisser avoir par quelques centaines d'hélicoptères. Enfin, je veux dire, c'est l'intérêt général. Hein. Bon, bref. Donc, moi j'ai écrit d'ailleurs au ministre des Transports, j'attends toujours sa réponse d'ailleurs, et au président d'Aéroports de Paris, j'attends toujours sa réponse, pour leur dire que je m'opposais fermement, et je pense que la ville de Paris je sais que la ville de Paris est en liaison avec eux aussi, pour nous opposer fermement à tout ceci. Bon, alors, depuis le lancement de la concertation, il y a eu plusieurs temps d'échanges animés par Ville Ouverte, c'est vous Ville Ouverte, n'est-ce pas? Voilà, c'est monsieur Ville Ouverte. Ateliers, forum dédiés aux riverains, aux jeunes, aux parties prenantes du projet, aux usagers, etc. Différentes thématiques ont émergé, notamment l'équilibre à préserver, et ça tombe vraiment bien parce que c'est vraiment ce qu'on voulait, entre les activités sportives et un parc urbain paysager pour la promenade. C'est le sport et la promenade, hein, cet endroit. Voilà. L'articulation entre différents publics, l'amélioration de la communication afin d'ouvrir mieux cet espace, les nouveaux usages, équipements implantés, à préserver, etc. C'est vrai qu'on est très ambitieux pour ce quartier. Les crédits qui ont été engagés en début de mandature en témoignent, de même que les efforts consentis ces dernières années pour entretenir ce poumon vert qui est le parc Suzanne-Lenglen, hein, et qui sert aux riverains, aux Parisiens, et puis même au-delà. Donc les pistes... qui sont envisagées, enfin elles vont être précisées dans un moment bien sûr, j'ai presque terminé, j'ai plus qu'une page, rassurez-vous, c'est la végétalisation supplémentaire, il faut végétaliser encore davantage. D'ailleurs j'ai une idée aussi sur le square Sarah-Bézol qui n'est pas très loin, vous voyez le square Sarah-Bézol? Non, personne ne voit où c'est, d'accord, merci. C'est le terminus du tramway. Vous voyez, il y a un petit jardin où il y a le cirque. Exactement, c'est parfait. On voit que madame est adepte du parc Sarah-Bézol. On peut y promener son chien maintenant d'ailleurs, toute la journée. Il y a une piste à chiens. Je le dis au passage parce que j'ai beaucoup de demandes aussi pour les chiens, mais il ne faut pas que les chiens se mélangent avec les enfants. Hein. Bon, voilà, donc là, il y a une piste à chiens. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que sur le parc
Sarah Bézol, on envisage aussi peut-être de planter des arbres en plus, enfin, vous voyez, un peu partout. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Donc, végétalisation du parc, créer un parc urbain paysager. Il y a des crédits. Les crédits sont inscrits à l'aménagement de ce nouvel espace vert. Il y aura un espace vert d'au moins 1 hectare supplémentaire, ou peut-être un peu plus. Moi, je pense qu'on peut faire plus qu'1 hectare avant la fin de la mandature et le livrer aussitôt à la population, quoi, sans beaucoup d'aménagement, mais ouvrir très vite. Le volet sportif est également une volonté clairement exprimée lors de la concertation. Je parle sous le contrôle des responsables de la direction de la jeunesse et des sports. On a déjà, d'ailleurs, l'été dernier, on a rénové le terrain de rugby. Les rugbymen et rugbywomen parmi vous doivent s'en féliciter. Voilà, je vois qu'il lève le doigt. D'ailleurs, on a remis des prix il n'y a pas longtemps. 3 cours de tennis supplémentaires ont été couverts, une tribune pour le foot américain. Mais on a une demande évidemment de plus en plus importante de la part des clubs, comme des individuels et des familles, et l'opportunité que constitue la rétrocession par l'État de parcelles est une opportunité à saisir. Il y a par exemple les hangars de réparation d'hélicoptères. Je pense que là, on en a parlé bien sûr avec la ville, il est tout à fait adéquat peut-être de garder un hangar pour le transformer en gymnase, sans coût supplémentaire, ce qui permettrait d'avoir des activités aussi en intérieur, des activités sportives en intérieur, et ce qui éviterait de détruire un gymnase, puisqu'on a un équipement quasiment transformable du jour au lendemain en gymnase. Bon. Mais d'un autre côté, il faut aussi végétaliser par ailleurs. Bon, les pelouses aussi, pour aménager bien sûr un terrain de jeu, c'est ça qui compte, foot ou rugby d'ailleurs, aussi des espaces de sport individuels. Projet de skatepark aussi, qui est demandé depuis des années et des années, pour public amateur et professionnel. Il y a des crédits disponibles d'ailleurs grâce au budget participatif qui permettront l'érection de ce skatepark et qui pourrait trouver sa place aussi sur les emprises libérées par l'État. Enfin bon, tout un tas de choses, je ne rentre pas plus dans le détail. Bon, l'objectif, c'est que ces hectares est récupérés au bout d'années et d'années d'efforts quand même et de lutte, satisfassent au mieux les souhaits qui sont les vôtres et tels que vous les avez exprimés dans les réunions de concertation des ateliers, et aussi répondre aux besoins des sportifs de l'arrondissement, parce que Suzanne Lenglen, c'est un parc, mais c'est aussi un centre sportif. Et voilà les quelques informations que je voulais vous donner en début de réunion. Et maintenant, Madame Coragnan, vous dire quelques mots, et ensuite les directions de l'urbanisme et autres pourront nous préciser de façon très détaillée ce qui est prévu après les réunions de concertation. Merci à toutes et tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le maire, chères habitantes, chers habitants. D'abord, je suis ravie de vous voir aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui parce que voilà, ça démontre l'intérêt des habitants de ce quartier et au-delà des habitants de ce quartier, peut-être d'IC1 et de gens qui sont au-delà de Paris 15e, l'intérêt autour de cette concertation. Avant toute chose, je voudrais excuser mes collègues Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, et Christophe Nadjowski, qui est adjoint en charge de la biodiversité, des espaces verts, etc., qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Donc, je souhaite avant toute chose excuser leur absence. Monsieur le maire, vous m'avez gentiment présenté. Je m'appelle Anouche Toragnan, donc je suis adjointe à la maire de Paris. Je suis en charge de la participation citoyenne, de la vie associative et du débat public. Alors, ça peut vous paraître voilà, une délégation un peu longue et difficile à comprendre, mais en gros, je m'occupe auprès de la maire de Paris, notamment du budget participatif, et vous avez eu la gentillesse de rappeler que c'est notamment grâce au budget participatif qu'on va pouvoir avoir un skatepark ou encore une maison de santé dans le quartier des Frères Voisins, un dispositif donc, qui vous permet de pouvoir exprimer vos idées, de pouvoir les voter et ensuite à la ville de les réaliser. Et donc, voilà, au-delà d'être simplement adjointe à la maire de Paris, je suis aussi élue de cet arrondissement, qui suis née et qui ai grandi dans cet arrondissement, donc évidemment particulièrement attachée à ce quartier aussi du parc Suzanne Lenglen de l'Aqua Boulevard, qui est représentatif de ce 15e, de sa vitalité à la fois commerçante, sportive, de sa capacité aussi d'offrir des espaces verts aux habitantes et habitantes du 15e. Et donc je suis particulièrement ravie de vous voir aussi nombreux ce soir. Je sais que ce n'est pas toujours simple de se mobiliser en fin de journée. Il fait très chaud en plus aujourd'hui. Et on est un peu ici dans une serre, donc je vais tâcher d'être rapide puisque beaucoup de choses ont d'ores et déjà été dites par le maire.
Monsieur le maire, vous l'avez dit, on a l'opportunité unique grâce à la restitution de cet héliport, 3,5 hectares. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité d'en faire quelque chose et d'en faire quelque chose qui va dans le sens des enjeux qui nous font face en matière de réchauffement climatique notamment, et de pouvoir avoir, vous l'avez dit, un nouveau poumon vert. Évidemment, on aurait espéré que la totalité de l'héliport nous soit restituée. On est toujours dans une bataille coude à coude, la ville de Paris et la mairie du 15e, pour pouvoir récupérer l'ensemble de cet espace et en faire un espace qui soit évidemment ouvert à tous et pas seulement, je le disais, aux habitants du 15e, mais aussi aux lycéens et à tous les usagers de ce parc. Évidemment, l'objectif dans le temps de cette restitution de ces espaces-là n'était pas seulement que nous, Ville de Paris ou que Mairie du 15e, on réfléchisse à ce que nous, on aspirait pour ce lieu, ce représentatif et central, je l'ai dit, dans notre quotidien, dans ceux qui habitent dans le quartier, mais qu'on puisse faire ça avec vous, puisque nous sommes convaincus, et particulièrement moi, au titre de ma délégation en charge de la participation citoyenne, convaincus que vous détenez quelque chose d'inestimable qui est votre expertise du quotidien, et que pour pouvoir transformer ce quartier, ce parc, il était indispensable qu'on puisse faire ça pour vous, mais avant toute chose, avec vous. Et donc, il était important qu'on puisse mener une concertation qui soit particulièrement ambitieuse à la hauteur des enjeux. Et donc, vous avez été extrêmement nombreuses et nombreux à participer à cette concertation. On est ravis de pouvoir assister à la restitution tous ensemble ce soir. Un certain nombre d'aspirations, d'attentes, mais aussi d'idées qui ont été extrêmement riches et qui nous ont permis de pouvoir enrichir cette concertation. Et je voudrais remercier bien sûr Ville Ouverte qui l'a menée avec brio. Une concertation qui s'est inscrite dans un objectif qui était double. Vous l'avez dit, monsieur le maire, d'abord maintenir la vocation sportive de ce parc, puisqu'on sait que ça constitue une offre extrêmement précieuse à la fois pour les clubs, mais aussi pour les amateurs et pour tous ceux qui pratiquent le sport et les familles, les enfants, etc. Et donc, il était essentiel de pouvoir à la fois rénover l'offre existante, mais aussi la développer par un certain nombre de sports et de pratiques diverses et variées, et l'ouvrir aussi on avait fait une marche exploratoire pour pouvoir aussi prendre les aspects importants du genre et de faire en sorte que les femmes aussi puissent se sentir en sécurité dans ce parc. L'autre ambition était d'amplifier la dimension paysagère et la végétalisation de ce parc pour offrir de nouvelles plantations d'arbres, pour pouvoir protéger la biodiversité et pour pouvoir réintroduire des espèces, aussi développer les points d'eau, puisqu'on sait qu'avec les vagues de chaleur, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est une bonne illustration, on va avoir besoin de plus en plus d'espaces d'îlots de fraîcheur, d'espaces où on va pouvoir se rafraîchir, et les espaces verts de la ville sont évidemment des lieux où il est possible de pouvoir s'isoler un petit peu de cette vague de chaleur qui nous prend l'été. Et encore une fois, je pense que cette journée est particulièrement représentative des risques qui nous guettent. Et donc, je le disais, le parc Suzanne Lenglen va pouvoir donc évoluer, renforcer sa vocation de parc qui soit à la fois résilient, à la fois fertile, récréatif, sportif, mais évidemment, tout le réaménagement de ce parc s'inscrit dans une réflexion plus globale. Vous l'avez dit, monsieur le maire, il va y avoir tout le réaménagement de l'Aqua-Boulevard qui va être extrêmement ambitieux, qui va démarrer bientôt et qui va être surtout l'élément le plus représentatif, c'est cette percée avec cette rue piétonne qui va pouvoir offrir un certain nombre d'offres commerciales, mais aussi des logements et un certain nombre de services pour les habitants, notamment du quartier des Frères Voisins. C'est aussi l'ambition de repenser ce parc de Suzanne Lenglen, de repenser Aqua-Boulevard, c'est aussi dans une ambition d'apporter un soutien et une attention toute particulière au quartier des Frères Voisins qui peut paraître enclavé et qui peut paraître isolé du reste de Paris, du reste de l'arrondissement. Et donc l'objectif, c'est bien entendu d'abattre les frontières qui nous séparent de ce quartier, qui donnent le sentiment aussi pour les habitants de ce quartier des Frères Voisins d'être isolés et soit une fois pris en compte dans les services publics d'Issy-les-Moulineaux, soit l'autre fois pris en compte dans les services publics de la ville de Paris. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une attention toute particulière pour ce quartier des Frères Voisins. Et au-delà de l'étude globale qui est menée par la ville de Paris, vous le savez certainement, Paris Habitat a prévu d'enclencher pendant la mandature une phase d'étude qui aura lieu l'année prochaine et qui sera suivie par des travaux de très grande importance et qui sont, je le sais, attendus depuis de très nombreuses années par les habitants des Frères Voisins, notamment pour l'amélioration des logements, la rénovation thermique pour pouvoir réduire les fractures d'énergie et bien sûr augmenter la qualité de service. Donc vous le voyez, cette rénovation du parc Suzanne Lenglen,
c'est pas seulement la création d'un nouveau poumon vert, mais c'est aussi la volonté de repenser globalement et de transformer ce quartier plus généralement et qui va du parc Suzanne-Lenglen jusqu'à l'Aqua-Boulevard, jusqu'au quartier des Frères Voisins. Et donc, je vous le disais, je suis extrêmement heureuse de vous voir aussi nombreuses et nombreux ce soir. Je sais que vous avez été extrêmement nombreux pendant cette phase de concertation et c'est extrêmement riche pour nous parce que ça nous permet de vraiment nourrir cette réflexion que l'on a au niveau de la ville de Paris, au niveau de la mairie du 15e et de la nourrir par votre expertise du quotidien, par vos attentes, vos aspirations et de pouvoir réellement répondre à vos envies et à vos souhaits puisque vous êtes les usagers premiers, si je puis dire, de ces espaces-là. Et donc, voilà, je me félicite que ce projet se soit aussi donné l'ambition et les moyens de concerter largement, je le disais, au-delà des riverains, au-delà des habitants du 15e, mais aussi avec les métropolitains, avec une concertation à échelle d'enfants, parce que c'est aussi important de penser aux tout petits, aux générations futures, puisqu'on fait ça aussi pour elles et eux. Et donc, je le redis, c'est une occasion unique, vous le disiez, monsieur le maire, en parlant de votre mandat, mais moi, je pense qu'à l'échelle d'une vie, certainement, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais c'est voilà, peut-être la seule occasion que l'on aura de pouvoir réhabiliter, transformer 3,5 hectares pour en créer un poumon vert. C'est suffisamment rare et historique pour le souligner et votre présence ce soir et tout au long de la concertation est le signe que voilà, vous avez pris cet enjeu à bras-le-corps et je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre engagement, de votre mobilisation et je suis très heureuse de pouvoir assister à la restitution de cette concertation qui, j'en suis sûre, est à la hauteur et répond à vos attentes et à vos aspirations. Voilà. Merci beaucoup et puis à tout de suite pour en discuter de vive voix. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je suis également très heureux d'être là ce soir avec vous toutes et tous. On se connaît pour la plupart parce que nous sommes, avec mes collègues au fond, l'agence Ville Ouverte, donc l'agence d'urbanisme et de concertation. Je suis Cyril Bérard, donc on a organisé notre rôle aux côtés de la mairie du 15 et de la ville de Paris était à la fois d'organiser, d'animer et enfin de restituer toute la démarche de concertation. Et donc nous sommes réunis ce soir pour restituer cette démarche de concertation. Donc on a prévu un temps d'échange, en tout cas assez conséquent, pour vous transmettre toute la matière qui a été recueillie. Vous avez peut-être participé tout à l'heure à la balade théâtrale qui aussi a permis de mettre un peu en récit les différentes choses qu'on a écoutées au cours de la concertation pour la restituer. Et l'objectif, in fine, bien sûr, cette restitution, c'est qu'elle vienne enrichir le projet. Et donc pour ça, Gilles Montbory, chef de projet de la ville de Paris, ici présent, va nous permettre de recontextualiser un peu le projet, vous représenter un peu le projet. Et moi, ensuite, je restituerai les principales contributions qui ont été faites. Et je précise aussi qu'il y a une expo qui est derrière, qui est disponible, qui reprend l'intégralité des contributions, parce que je n'aurai pas le temps de tout représenter. Et on gardera un temps à la fin d'échange, bien sûr, avec vos élus, avec les services qui sont présents pour répondre aux questions. Et je précise qu'il y aura un petit pot à la fin aussi pour vous remercier de votre présence, donc avec à boire, à manger, qui est un pot qui est proposé par la ferme Suzanne, qui est juste au-dessus de nous. Merci à vous. Je te laisse, Gilles. Bonjour à tous. Cyril va me passer les diapos pour essayer de vous rappeler quels étaient les enjeux de cette concertation et surtout les atouts qu'on a. Alors, on a ici les différentes entrées du parc et surtout les différentes parties prenantes. La question de l'héliport, bien sûr, on en a parlé, la question des équipements sportifs, la question de l'Aqua-Boulevard et la question des Frères Voisins. Tout ça pour vous dire qu'on est dans une conjonction idéale. Je vous ai déjà dit ça la dernière fois, mais il n'y a pas de bons et de mauvais projets, il y a des projets qui sont dans le bon moment. Et on est dans un moment important, puisqu'il y a la fin de convention avec l'héliport, donc une négociation avec ADP pour la restitution de terrain. Il y a la Cité des Frères Voisins qui va lancer Paris Habitat qui va lancer sa rénovation, et on a Aqua-Boulevard qui lance aussi son projet, le permis de construire est en cours d'instruction. Donc tous ces phénomènes font qu'on a une vraie séquence de projets qui fait que des projets dont on entend parler depuis des années sortent tardivement, mais là, on peut considérer qu'on est dans l'actualité du projet et que ce projet, c'est pour aujourd'hui. Voilà, on aime bien rappeler l'histoire de cette reconquête, de cette plaine Vaugirard,
depuis le déménagement du Champ de Mars autour de la Tour Eiffel sur ces terrains militaires, et puis ces terrains de la ville de Paris qui petit à petit sont grignotés, récupérés pour le parc, pour faire la Cité des Frères Voisins à l'époque, Aqua Boulevard. Et cette reconquête progressive, on est dans une séquence qui est la poursuite de cette histoire. Ce n'est pas une rupture, c'est une continuité, et c'est l'évolution aussi d'ici les Moulineaux, de ce secteur du 15e. Ces deux images rappellent un peu les documents directeurs de la ville de Paris, qui sont d'abord la ceinture verte autour du périphérique. Je vous avais dit la dernière fois que Paris ne s'arrêtait pas aux limites du périphérique, même si c'est quand même une barrière. Mais Paris s'étend au-delà, et au-delà du périphérique, il y a aussi des communes avec lesquelles Paris communique. Et ces parcs, ce sont des parcs parisiens, mais c'est aussi des parcs pour les communes périphériques. Et donc, évidemment, sur ce secteur très particulier de Suzanne Lenglen, on ne sait plus, souvent les gens, on ne sait plus si on est ici les Moulineaux ou dans le 15e. On est bien dans le 15e arrondissement, mais c'est aussi un parc de proximité pour les lycéens, et ça ressort beaucoup dans la concertation. La deuxième image, c'est le plan local d'urbanisme, les orientations d'aménagement. Ce plan est un peu technique, mais quand vous voyez des petites flèches, quand vous voyez un petit V, ça veut dire des petites flèches, on améliore les circulations, c'est un site qui est assez enclavé. Le petit V, c'est l'extension de l'espace vert sur le terrain de l'héliport qu'on va récupérer. Donc c'est quand même des documents directeurs qui nous obligent et qui obligent les opérateurs à respecter ces orientations. Ensuite, on a le schéma là, de ces parties prenantes, et on a le terrain de l'héliport réduit, qui est un des enjeux fondamentaux de l'extension de ce parc Suzanne Lenglen. Évidemment, c'est un sujet récurrent. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans le détail. Cette image-là, elle est issue d'une étude de 2021, la première étude de faisabilité. Ça donne une ambiance, c'est pas contractuel comme on dit, mais ça donne l'idée d'un parc, on va regarder ça plus précisément, où on trouve de nouveaux équipements sportifs, où on trouve un skatepark qui est dessiné, qui est très grand sur la photo, mais qui est néanmoins positionné à l'entrée du parc. Voilà, c'est des intentions. Et cette année, le travail a été de vérifier ces intentions. Est-ce que, oui ou non, on peut améliorer les entrées du côté de RTE, là, du côté d'ici Val-de-Seine? Est-ce qu'on peut négocier avec RTE pour améliorer l'entrée? Est-ce qu'on peut améliorer l'entrée côté Ballard, Porte de Sèvres? Est-ce que concrètement cet héliport se réduit ou pas? Est-ce que Aqua Boulevard avance? Et donc cette année a été consacrée à vérifier ces hypothèses. Alors vérifions-les, Cyril, si tu veux bien. Voilà. Tout part de là, on a ces discussions avec ADP. Alors, le maire du 15e l'a dit, il faut bien savoir à qui on s'adresse. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a un correspondant d'ADP qui est dans la salle, quelqu'un avec qui on travaille au quotidien. ADP, leur métier, c'est de faire voler des hélicos ou des avions. Donc, ils sont légitimes à exploiter le site. Et le vrai interlocuteur, le maire du 15e l'a dit, c'est la DGAC. ADP exploite un site qu'il a le droit d'exploiter. Et donc, avec ADP, on travaille en bonne intelligence. Ils sont là. La séquence, c'est qu'ils restent pour l'instant, dans la séquence qui nous occupe, à court terme, là pour 2024, 2025, 2026. Après, 27, 28, 29, on verra. Et donc, on travaille avec eux sur la meilleure collaboration possible pour qu'eux libèrent vite les terrains, qu'ils puissent continuer à exploiter le temps d'exploiter, parce que l'État a exigé qu'ils puissent exploiter. Donc, c'est un débat qui dépasse un peu la capacité de la ville de Paris et du 15e. Et donc voilà, l'idée, c'est de travailler concrètement, de ne pas attendre des années, des mois ou des années que les terrains se libèrent, et de regarder des terrains vides où il n'y a plus certes d'hélico, mais il n'y a plus non plus ni d'activité, où il n'y a pas encore d'activité sportive ou d'activité de loisirs. Donc sur ce schéma résume les deux zones qui vont nous être restituées. Je dis restituées parce que c'est déjà des terrains de la ville de Paris, donc c'est simplement un retour à la ville de ces terrains, la zone 1 et la zone 2. Et puis, effectivement, apparaît quand même un certain point noir qu'est ce parking Vie Paris. On a une concession de longue durée avec cet exploitant de la porte de Versailles. Et ce site est aussi à reconfigurer, à trouver des solutions pour déplacer ce parking. On avance, peut-être, voilà. Alors, évidemment, on cherche à travailler une opération tiroir pour ne pas que les choses se fassent dans 10 ans, c'est-à-dire déjà déplacer le parking sur une partie de l'héliport libéré, déplacer ce parking pour après définitivement le sortir et le faire rentrer idéalement là où il n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire au parc des expositions, puisque ce sont des camions qui sont là pour les expositions du parc des expositions. Donc voilà, sur ces schémas, c'est les schémas sur lesquels on travaille pour une opération tiroir que dès 2024,
2025, à la fin de la concession héliport, on récupère un terrain, on bouge le parking, et pour que rapidement on puisse récupérer cet espace du parking qui est près de la porte de Sèvres. Voilà encore un scénario, les scénarios sur lesquels on réfléchit. Quelques photos, voilà le terrain Viparis, c'est ça, c'est une grande dalle de béton sur lequel les collègues de la direction des espaces verts travaillent dès aujourd'hui pour une préfiguration, récupérer ce site pour installer, dès qu'on a terminé les études pollution ou les études de restitution avec ADP, le terrain est libre si vous voulez, si on arrive à sortir les camions rapidement et les hélicos, effectivement, n'utilisent pas la partie engazonnée derrière, pour que dès 2025, 26, j'ai osé dire 2025, mais pourquoi pas, on puisse mettre un pied sur ces terrains et installer des premières plantations ou des premiers services dont vous avez beaucoup parlé dans la concertation. On a parlé de guinguettes, d'un skatepark, et de commencer à investir ce lieu. Et puis, quand on visite avec ADP le site, tout ça, c'est des terrains qu'on est censé récupérer, qu'on va récupérer avec des bâtiments à démolir. Et puis, le maire du 15e l'a dit, on en a discuté avec la mairie, effectivement, avec la direction jeunesse et sport. Il y a aussi des bâtiments qui peuvent avoir un certain intérêt, même si on veut étendre le parc. Il y a des bâtiments qui peuvent avoir de l'intérêt. Il y a ce bâtiment que vous avez là, qu'on voit depuis la rue Henri Farman, c'est bien ça, et qui pourrait être transformé en un gymnase, ça a été dit. On avance peut-être, on est sur la zone 2. Et puis RTE, sur côté ici Val-de-Seine, RTE a des travaux à faire. Cette halle, on la regarde depuis longtemps dans nos études. On se dit qu'elle serait très intéressante pour faire une nouvelle entrée sur le parc, mais aussi pour transformer ce bâtiment en un équipement. Il est très haut, on pense tout de suite à de l'escalade, donc c'est un sujet qui doit être travaillé avec la direction jeunesse et sport, mais on a rencontré RTE la semaine dernière et la halle est, j'ai envie de dire, immédiatement disponible. Il faut quand même que RTE range ses petites affaires qu'ils ont mis dedans, qu'ils refassent une clôture. On a quelques accords à trouver parce que RTE, c'est une installation industrielle qui mérite quand même certaines attentions. Mais on peut légitimement penser que dans un délai court, qui serait une réflexion en 2024 et puis des accords en 2025 pour une installation avant 2026, qu'on puisse réutiliser ce bâtiment pour une nouvelle entrée et des nouveaux usages. Voilà un schéma de ce scénario, une nouvelle entrée, Viparis qui se déplace, qu'on fait bouger, des installations temporaires, mais qui vont quand même dans le sens d'un parc qui s'aménage au fur et à mesure. Je regarde l'image, voir si je suis sur la bonne. Voilà, vous avez sur la zone 2 l'idée d'un complexe sportif. Il y a cette discussion entre parc et nature. On essaye de trouver le scénario qui puisse faire avancer de conserve le parc arboré et les équipements sportifs. Le scénario d'aujourd'hui, le schéma envisagé, c'est du sport sur cette zone 2, dite zone 2, là où vous avez un terrain de foot dessiné. Donc il pourrait y avoir un terrain de grand jeu pour les nombreux créneaux qui manquent à la DGS. Moi, j'ai assisté à la concertation avec le mouvement sportif, et c'est vrai qu'il y a une très forte demande du mouvement sportif et qu'il y a un vrai besoin de terrain supplémentaire. Donc, il pourrait prendre place sur cette zone 2, et on libère la zone 1 en même temps, un tout petit peu avant, pour préfigurer sur l'entrée Ballard, enfin côté Ballard, mais disons Porte de Sèvres, préfigurer les premiers aménagements de la direction des espaces verts. Et là, c'est un terrain tout de suite disponible si Viparis bouge et si on a les bons accords avec ADP. Je suis au bout ? Oui. Est-ce que tu peux me passer les slides ? Ah, je peux te passer les slides, c'est de renvoyer la politesse. Alors, on va aller assez vite pour prendre le temps quand même de vous restituer l'ensemble des contributions, mais également prendre le temps de la discussion à la fin. Donc, je me donne 20 minutes. Dites si je déborde. Donc, pour commencer, on voulait vous restituer l'ensemble des démarches de concertation, parce que la concertation en tant que telle, elle ne date pas du mois de février, elle a commencé bien avant, et notamment en 2021. Gilles a mentionné tout à l'heure l'étude des architectes paysagistes Buller. Donc il y a eu toute une démarche de concertation qui a alimenté le diagnostic et qui a permis aux architectes paysagistes de réfléchir à des scénarios, des propositions. Et donc toute une série d'ateliers, balades avaient été organisés à ce moment-là.
À partir, on peut passer, à partir du mois de février de cette année, vous étiez peut-être présente lors de la réunion de lancement, a commencé une nouvelle phase de concertation réglementaire. Et dans ce cadre-là, plusieurs ateliers ont été proposés. Alors, il y en a eu, et on peut passer, comme ça, on va faire les photos en même temps, c'est plus sympa. Il y a eu un forum parties prenantes qui a été organisé avec l'ensemble des acteurs professionnels, les services, associations, clubs sportifs. L'objectif, c'était de discuter ensemble du parc actuel, de son évolution, de ses améliorations à apporter. Et je crois qu'on a loupé une slide, non? Il y avait un temps avant celui-là. Si on revient en arrière? Ah bah, elle a sauté. Bon, avant ça, il y a eu un atelier avec les riverains des Frères Voisins également. L'objectif, on sait bien, il y a des habitants, enfin ce parc aussi, il y a des habitants qui vivent à proximité, que ce soit les habitants des Frères Voisins, les habitants du 15e, mais également d'Issy-les-Moulineaux, qui sont habitants et également usagères du parc. C'était d'avoir un temps de concertation, un atelier spécifique avec ces personnes pour prendre en compte leur avis sur le parc. Donc ce qui a été fait. Donc, par la suite, le forum parties prenantes avec les professionnels. Ensuite, on a eu un atelier avec les usagers et usagères du parc, donc un atelier grand public dont l'objectif était de recueillir les contributions spécifiquement sur l'extension du parc, donc ce qui vous a été présenté, et on va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Et enfin, un atelier avec les enfants qui a été organisé à les enfants de l'école des Frères Voisins. À la réunion de lancement, il avait été mentionné le fait qu'on avait eu assez peu finalement de contributions de la part des enfants sur leurs souhaits, leurs aspirations par rapport au devenir du parc. Donc on a organisé spécifiquement des temps de réflexion avec ces enfants et ils ont eu de très bonnes idées qu'on va vous partager. Et en plus de cela, on peut continuer. Vous avez peut-être vu des porteuses de parole, alors il n'y a plus la photo là, mais des petits panneaux qui étaient présents dans le parc avec un QR code et également sur le site de la ville de Paris avec un questionnaire en ligne qui a eu beaucoup de contributions. Il y a eu plus de 350 personnes qui ont répondu. Sur chacun des ateliers, il y avait entre 30 et 40 personnes présentes. Donc voilà, pas mal de personnes sont mobilisées et c'est quand même assez intéressant toute la matière qui est ressortie. Allez, on poursuit. Première chose. Donc sur la partie de l'extension, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a des contributions qui portent à la fois sur la partie l'extension du parc, ce qui va vous être présenté maintenant, mais également des contributions qui portent sur le fonctionnement actuel du parc. Parce qu'on s'est dit, tant qu'à faire, c'est important, puisqu'on va à la rencontre des personnes, de les écouter sur ce qu'ils ont à dire sur le fonctionnement actuel du parc. Sur la partie l'extension, et je vais laisser Laurence vous présenter la première réflexion, le premier plan d'aménagement qui a été proposé par la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Ce qu'il faut se dire, c'est que la réflexion initiale, c'est on essaye de proposer en tout cas de partager des idées, des propositions d'aménagement qui seront définitives dans le parc. Donc on ne va pas se dire on fait quelque chose puis on transformera après puis on fera autre chose. Non, c'est des propositions qui doivent s'ancrer définitivement dans le parc. Et il y a certaines propositions qui sont plutôt de la préfiguration, c'est-à-dire on va tester des choses qui pourront prendre place ensuite définitivement dans le parc. Je vais laisser Florence vous présenter le projet initial de la DEV qui est issu de la première étape de concertation. Et ensuite, vous verrez qu'il y a certaines contributions qui sont venues proposer des choses nouvelles, un peu différentes, qui ont alimenté le projet initial. Bonsoir, donc, je suis Laurence Kayser-Gruber, je suis paysagiste à la direction des espaces verts et de l'environnement de la ville de Paris. Et donc j'ai la chance de travailler sur le projet de Suzanne Langlaine. Et comme le disait Cyril, pour le moment c'est un projet un petit peu entre deux, puisque en fait, comme on a vu sur les petits schémas, les terrains, la ville va les récupérer au fur et à mesure du temps. Et le premier temps dans cette conquête de l'héliport, entre guillemets, c'est ces deux terrains-là, donc le terrain avec le grand parking, donc qui est un terrain totalement minéral,
et le terrain à l'arrière qui est un terrain en herbe qui va après longer la piste de l'héliport, on appelle la FATO, la grande piste tout en longueur. Donc c'est vrai que la particularité de ce projet, c'est que à la fois on sait que ça va être des terrains qui vont être définitivement dans un parc, mais on va par exemple récupérer aussi le terrain qui va faire le contact avec la porte de Sèvres, et donc on ne peut pas tout aménager de façon définitive, puisqu'on va revenir en fait sur un aménagement plus global avec un site plus grand. Là, on a 1,8 hectares et donc à terme 3,5, et dans cette partie-là, c'est à peu près 3 hectares. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle en fait on a des choses qui vont être un peu plus définitives, on va marquer des jalons. Tout ce qui va être végétalisation notamment, on ne va pas planter pour abattre. Donc ça va être des choses qui vont s'ancrer dans le temps et qu'on va conserver. Donc on a la double vision, c'est-à-dire ce qu'on va faire là, en 2025-26, et qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on va faire de façon plus expérimentale et qui va pouvoir se transformer. Donc comme on a une partie qui est déjà en terre et une partie qui est minérale, la partie qui est en terre, et qui est la partie en contact avec l'héliport, on a proposé de retravailler sur des systèmes de modelé de sol qui atténuent l'impact de l'héliport. Pas forcément les travailler de façon tout le long, un grand modelé de sol, mais avoir des petites fenêtres aussi, parce que ça peut aussi être un intérêt que de voir les hélicoptères pour certaines personnes, notamment les enfants. Et peut-être aussi l'histoire du site, ça va peut-être être des lieux aussi, on va pouvoir expliquer un petit peu comment le site il est devenu un héliport et un parc, voilà les différentes époques. Donc dans le parc aussi, une des particularités du parc, c'est qu'il est composé de buttes boisées, donc c'est aussi réutiliser ce vocabulaire. Et ça va bien sûr s'inscrire dans le long terme, puisque une fois qu'on aura fait ces gros travaux de terrassement et de plantation, c'est des choses qui vont rester. Il y a, à l'issue de la première phase de concertation, on avait déjà eu cette demande d'avoir une zone de pelouse assez ouverte. Donc on peut le proposer vu la configuration du site. Donc on conserve un espace assez ouvert où pourra y avoir des jeux ponctuels, de ballons, de volets, de ce qu'on veut, des tables et des chaises. Alors je dévoile pas les choses, tu vas dire, ah Cyril, voilà les compléments. Moi je vous parle vraiment de ce qu'on a proposé avant qu'il y ait cette concertation. Et ensuite, sur la partie minérale, donc on est beaucoup plus dans l'expérimentation. On va poser quelques jalons de végétalisation parce que sinon, c'est une partie qui va être insoutenable au niveau chaleur, par exemple, tout simplement. Et puis pour quand même la rendre un petit peu plus agréable. Donc on va planter quelques bosquets, mais pas beaucoup, et puis quelques failles végétales pour récupérer les eaux pluviales de cette parcelle. Et donc sur cet espace, on avait proposé donc une grande structure qui soit un lieu un petit peu fédérateur, qui soit une structure un peu appel, qui a un dessin un petit peu particulier, un peu, que ce soit un peu haut, un peu original, qu'on le voit d'assez loin, pour quand même amener aussi à aller dans ce nouveau secteur du parc. Et qui pourra recevoir des activités, des balançoires, des tas de choses d'animation, un espace d'animation, et avec une ombrière, avec des plantes grimpantes. Donc on mêlera le végétal et une structure. Et puis après, sur des choses autour qui sont modulaires, donc évidemment les modules de skate, de Trump Park, des choses qu'on peut placer comme ça pour voir un petit peu comment ça fonctionne et ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. On peut aussi aller vers des bacs plantés pour des ateliers jardinage, éventuellement avec l'école, peut-être des échanges avec la ferme Suzanne. Et puis toute une partie avec plus des jeux, des choses ludiques, mais alors au sol, de la peinture de sol, des choses
assez simples, qui peuvent être aussi graphiques. On peut avoir aussi des dessins au sol, on peut aussi avoir des choses un peu plus artistiques. Voilà, je crois que j'ai... Et du mobilier. Et donc, comme on va être aussi sur cette... ça va pas être les bancs définitifs, puisqu'ils vont être déplacés, replacés. Ce sera du mobilier soit fabriqué avec les ateliers de la ville, qui récupèrent du bois, donc ils ont l'habitude, un peu comme vous voyez sur Paris-Plage, des choses qui sont faites voilà, pour l'occasion, ou s'il y a des ateliers, si on arrive à faire des choses aussi plus associatives avec des riverains, pourquoi pas travailler sur des éléments de mobilier avec des palettes, plus sur de la récupération. Donc voilà, je crois que j'ai dit un petit peu. Donc, ce plan, c'est le plan qui a été présenté à la réunion de concertation avec les usagers du parc. Et l'idée était de pouvoir alimenter ce plan initial avec la discussion qui allait suivre avec les habitants. Et les principales contributions qui sont sorties de cette discussion, elles sont ici. En premier lieu, il y avait cette idée de la grande pelouse ouverte permettant de s'asseoir, de s'allonger, de pique-niquer, de faire du sport aussi, enfin d'avoir un terrain pour peut-être faire un peu du sport libre, du volley, etc. Moi, j'ai le souvenir, une des premières fois que je suis rentré dans le parc, l'entrée Aqua Boulevard, il y a des personnes qui pique-niquaient sur la bande d'herbe à côté, à l'entrée, donc qui est une bande très étroite, ce qui prouve le besoin aussi d'avoir des espaces un peu ouverts. Alors, il y en a certains, mais ils ne sont pas tout le temps plats, pas tout le temps accessibles. Donc ça, c'est une chose qui était une demande très forte et qu'on retrouve dans le plan tel qu'a été présenté par Laurence. L'idée d'un espace de jeu pour petits et grands, alors voilà, on ne l'a pas détaillé, mais il y avait pas mal de demandes autour du baby-foot, des marquages au sol, des tables de ping-pong, ça c'est des choses aussi qui sont intégrées. Alors il faut se dire que peut-être tout ne pourra pas être fait, parce qu'il y a aussi des contraintes spatiales, donc tout ça sera en discussion. Mais ça c'est en tout cas à la fois des jeux pour les grands, les moins grands, les petits, c'est des choses qui sont bien intégrées à la concertation, et notamment les aires de jeu. Les enfants nous ont dit que l'aire de jeu actuelle était parfois trop surchargée, beaucoup de personnes y allaient, qu'il manquait une diversité de jeux et que parfois, enfin en tout cas cette aire de jeu convenait à une certaine tranche d'âge, mais pas à toutes les tranches d'âge. Donc ça, on l'a bien pris en note. Et l'un des travaux qui va être à mener devant nous, c'est comment est-ce qu'on diversifie aussi les jeux. Les demandes qu'ont fait les enfants, c'est des jeux pour grimper, donc il y aura peut-être sur les buts qui vont être intégrés, des jeux pour grimper, des toboggans, des balançoires. En tout cas, c'est ce que nous ont dit les enfants. Donc avoir une diversité de jeux pour les petits, les grands, et aussi l'idée de l'espace de glisse a été rappelée tout à l'heure. À terme, l'ambition de construire, d'aménager un skatepark, mais à assez court terme, la possibilité de tester des modules de skate dans cet espace d'extension du parc. Donc, qui permettra de préfigurer un peu le futur skatepark et de tester un peu son fonctionnement. Si on poursuit sur les autres contributions, il y avait en tout cas la demande. On sait bien qu'aujourd'hui, beaucoup de terrains de sport, au niveau des créneaux sportifs, c'est souvent saturé, donc il y a besoin d'étendre l'offre sportive, et donc d'où la proposition aussi de créer, il a été dit tout à l'heure, un grand terrain de sport, récupérer un hangar sur cette extension pour y aménager, y proposer en tout cas une salle de sport d'intérieur. Donc ça, c'est des choses qui sont bien intégrées. Chose très importante et qu'on a revue lors de la balade théâtrale, la question de la convivialité. Comment est-ce qu'on recrée des espaces de convivialité, des lieux de partage dans le parc qui peuvent passer par des moments après le sport où on se retrouve pour boire un coup, manger quelque chose. Ça, on nous l'a beaucoup dit, et c'est une réflexion aussi qui a permis d'alimenter le travail, le projet, où la proposition serait de tester une borne foraine sur cette extension, avec la possibilité d'avoir quelque chose pour manger ou de boire après le sport, ou même juste si on sort en famille. Pour rappel, il y a aussi un espace qui est ici actif sur la ferme Suzanne, avec une organisation, avec une proposition d'un temps comment on appelle ça déjà, où on peut boire un coup après le travail. J'ai oublié le terme anglais. After work, voilà. After work.
Apéro, ça marche aussi. Et on arrête d'utiliser l'anglais. Très bien. L'afterwork, tous les jeudis à 17h, donc il y a déjà des espaces comme ça. Et puis beaucoup de personnes nous ont dit « Ah oui, c'est sympa, il y a de la musique, on se retrouve. » Voilà. Et donc la volonté de partager un espace type guinguette, en tout cas, c'est ce que nous ont dit les personnes. Autre contribution très intéressante, qui n'était pas forcément dans le plan initial, c'était le petit chemin que vous connaissez peut-être, qu'empruntent les joggeurs, joggeuses dans le parc avec les agrès sportifs, qui est très apprécié. Et l'idée, c'était de pouvoir le prolonger, en fait, sur cette extension et permettre, à travers des agrès aussi, de continuer ce parcours qui, aujourd'hui, fonctionne très bien. Et après, je vais passer assez rapidement, mais il y avait aussi l'idée de végétaliser un maximum et de donner une place à l'eau. Et donc, ça, c'est des choses, avec l'attention en tout cas de ne pas recréer des nids à moustiques, mais d'avoir des espaces qui puissent accueillir l'écoulement des eaux, les eaux pluviales, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont bien prévues. Donc tout ça, c'était des contributions qui ont été faites et qui ont permis d'alimenter la réflexion sur l'extension du parc. Et ensuite, on va passer sur des contributions qui sont plus du registre du fonctionnement actuel du parc, auquel le parc, aujourd'hui, il est tel qu'il est, mais comment est-ce qu'on peut proposer des améliorations sur tel sujet. Il y avait 3 défis pour nous. Le premier défi, c'était la question de l'équilibre entre les pratiques sportives et récréatives, nature dans le parc. Donc on parlait à la fois d'aménagement, de gestion, mais également d'animation de ce parc. J'ai remis des éléments de diagnostic, mais on ne va pas forcément revenir dessus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le parc est très identifié comme étant avant tout un parc sportif, un plateau sportif, un centre sportif. Donc il y a beaucoup de sportifs, pas uniquement de Paris 15 ou d'Issy-les-Moulineaux, mais de tout Paris, voire de la métropole viennent et apprécient la diversité, la qualité des équipements sportifs. Il y a des points d'amélioration qui ont été apportés, mais sur lesquels je vais revenir. Et sur le sujet de la nature, c'est aussi beaucoup de personnes nous disent qu'en fait, alors il y a des sportifs qui viennent faire leur sport ici, mais qui ne voient pas forcément toujours l'aspect naturel autour. Mais il y a des personnes qui nous ont dit « Ah, c'est vrai que j'ai emmené mes enfants faire du sport et après, je me suis baladé un petit peu dans le parc et j'ai vu qu'il y avait des coins sympas sous les arbres où on pouvait se poser. Et ce qui est intéressant, c'est comment ce parc arrive à marier à la fois cette dimension sportive et cette dimension paysagère, qui arrive aussi à recréer parfois des espaces un peu d'intimité, à l'ombre, au calme, et des espaces beaucoup plus actifs, sportifs. Et donc c'est cet équilibre qui est intéressant dans ce parc. Et le premier défi en tout cas, c'était de pouvoir maintenir cet équilibre entre sport et nature. Dans les contributions principales qui sont ressorties sur cet aspect-là, sport-nature, et ce qui a été redit très souvent, c'était la question de la rénovation des équipements sportifs. Alors il a été rappelé que des rénovations, les terrains avaient été rénovés récemment, mais au-delà des terrains, c'était aussi tout ce qui accompagne ces terrains, c'est-à-dire des gradins, les vestiaires et aussi la mise aux normes de ces équipements. Donc ça, c'est des choses qui ont bien été intégrées en tout cas dans les réflexions, dans la concertation. Il y a la question de l'intégration des équipements sportifs dans le parc de manière plus générale. Et au-delà des équipements sportifs, il y avait la volonté de diversifier les activités sportives qu'on pouvait faire dans le parc. Et peut-être des activités davantage nature. Gilles a expliqué tout à l'heure que dans le bâtiment RTE qui sera récupéré, il est possible d'imaginer un mur d'escalade. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que nous ont fait remonter les personnes. L'escalade, du yoga, du crossfit, voilà, ça c'était des exemples de choses qui ressortaient. Et au-delà des pratiques, ce qu'on nous a dit, c'était ce qui serait bien, c'est de proposer des services liés au sport. C'est-à-dire, on vient en famille dans le parc et on pourrait avoir peut-être un espace pour louer des raquettes, louer du matériel qui nous permettrait de jouer sur une étendue d'herbe et de pratiquer du sport un peu autrement sans avoir à utiliser les équipements. Ou même un casier pour stocker son matériel. Donc ça, c'est des choses qui sont bien dans les conclusions de cette concertation. Et après, il y avait davantage de contributions qui relevaient sur la dimension naturelle, sur l'idée de comment est-ce qu'on donne davantage d'ampleur aux aménagements paysagers qui sont déjà très appréciés dans le parc aujourd'hui, un parcours pédagogique pour découvrir la biodiversité du parc, des animations nature, et il y avait toujours cette idée de comment on crée davantage de synergie entre le sport et la dimension naturelle. Et il y avait des choses assez rigolotes qui ressortaient, se dire par exemple, après son sport, on pourrait aller boire un jus détox à la ferme Suzanne, et ça permettrait aussi que
que les associations, les structures du parc se mettent en dialogue et de mieux découvrir, on va dire, l'intégralité du parc, sa dimension sportive et naturelle. Je vais faire vite. Deuxième défi, c'était la question de l'inclusion, la mixité du parc. Il a été expliqué au début qu'il y avait un diagnostic qui avait été porté aussi pour voir comment les gens s'approprient les espaces de nature, de sport dans le parc. Donc ça questionne la place des femmes, la place des personnes âgées, la place des enfants dans ce parc, comment est-ce qu'ils le vivent, comment ils le perçoivent. Et donc il y a une étude qui a été menée par l'association Les Urbaines et Corinne Luxembourg en 2021 qui a fait ce diagnostic. Et bon, ce qui ressortait grosso modo du diagnostic, c'est que les espaces de nature sont très appropriables, sont de fait très mixtes, car voilà, ça attire toute une catégorie de personnes très très large, alors que sur les espaces sportifs, il y a parfois plus de difficultés à retrouver de la mixité. Alors peut-être pas forcément le stade de rugby, car quand on y va le samedi, il y a beaucoup de monde qui y vont pour faire pas mal de sports différents. Mais ce qui posait parfois question, c'était les terrains de foot où il y avait beaucoup d'hommes jeunes qui jouaient, et peut-être on voyait moins de femmes, moins d'enfants qui pouvaient venir pratiquer du sport sur ce terrain. En tout cas, c'était les conclusions de Corinne Luxembourg. Elle avait mis en place, juste je reviens sur la diapo d'avant, une petite méthode d'observation qui avait été faite avec des photos et des couleurs en fonction, voilà, si c'était un homme, une femme ou un enfant, une méthode d'enquête sociologique, et qui avait permis aussi de relever que le parcours qui fait la boucle du parc était fortement apprécié, notamment parce qu'il permettait de faire du sport seul, à deux ou en petit comité. Et notamment, les femmes arrivaient beaucoup à pratiquer les agrès qui étaient proposés, ou même les enfants, et que ça fonctionnait plutôt très bien aujourd'hui. Les contributions qui ont été les principales contributions, et après, vous pourrez voir aussi sur l'expo, il y a pas mal de choses en plus. Ce qui revenait beaucoup, c'était le manque de toilettes publiques, le manque de points d'eau. Donc ça, c'est des choses qui sont qui ont bien été comprises. Il y avait des questions sur la sécurité et la gestion des incivilités dans le parc, et comment est-ce qu'on ramène davantage d'événementiel dans ce parc, que ce soit pour le handisport, pour faire vivre aussi ce parc avec les entreprises qui l'entourent, comment est-ce qu'on fait venir ces entreprises, qu'elles utilisent ce parc, agrandir l'aire de jeu, je l'ai expliqué tout à l'heure, et voilà, l'idée était aussi de comment est-ce qu'on fait que davantage peut-être de femmes puissent utiliser les équipements sportifs qui sont aujourd'hui proposés dans le parc. Il y avait cette idée un peu d'être proactif, c'est-à-dire plutôt qu'on attende que ça se fasse, on va chercher des clubs, trouver des clubs et proposer peut-être une animation, des championnats et essayer de commencer à structurer une offre sportive en direction d'un public féminin en proposant des créneaux dédiés également. Ce qui ne regarde pas forcément que les femmes, mais qui peut être plus largement à tous les publics. Il y avait aussi l'idée de trouver une offre combinée entre sport et garde d'enfants qui permettent aux hommes, aux femmes qui ont en charge un enfant, mais bon, on sait bien que c'est souvent aussi les femmes qui ont à la charge des enfants sur ces temps de loisirs, qu'elles puissent déposer leur enfant et qu'il soit proposé une animation à la ferme Suzanne, notamment une animation pédagogique, pour permettre aussi de pratiquer une offre sportive à côté. Dernier défi qui portait sur l'accessibilité et la communication plus globale du parc. Donc ça a été bien redit, les difficultés d'accès, je ne vais pas forcément revenir dessus, vous avez les images de l'accès depuis Ballard, on passe sous le périph', l'accès de la porte Aqua Boulevard, on nous a souvent dit, on nous demandait si c'était une porte de service de l'Aqua Boulevard, enfin on ne sait pas tellement où commence le parc, d'où l'ambition en tout cas d'agrandir, de créer un vrai parvis pour donner de la visibilité à ce parc. Donc ça, c'est des choses qui ont bien été identifiées dans le diagnostic. On peut avancer. Et je vais aller directement aux contributions. Et les principales choses qu'on nous a fait remonter lors de la concertation, il y a la question de l'identité du parc. Comment est-ce qu'on raconte ce parc? Parce qu'aujourd'hui, c'est un parc omnisport, un parc sportif uniquement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un peu plus en avant la dimension paysagère pour donner envie à des personnes de se rendre dans le parc pour profiter de ce cadre naturel? Donc ça va de pair. Hein.
Il y a la question du cheminement depuis Ballard, comment est-ce qu'on le sécurise, et notamment, alors Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, hein, mais comment est-ce qu'on sécurise cet accès, comment on fait venir on sécurise un cheminement piéton-vélo jusqu'au parc. La signalétique également a été mentionnée. La question des entrées, alors ça a été très bien dit, et ça a été également dit dans la balade théâtrale tout à l'heure, comment est-ce qu'on passe ces portiques qui sont un petit peu contraignants quand on est en poussette ou en fauteuil roulant, mais qui sont malgré tout nécessaires parce que pour éviter peut-être des mésusages dans le parc liés à des motos ou des vélos, etc. Mais voilà, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on améliore ces entrées pour en faciliter l'accès pour toutes et tous. Il y aura des nouvelles entrées aussi en réflexion. On nous a bien dit que côté frères voisins, ça fonctionnait. Côté rue du colonel Pierre Avia, c'était compliqué pour entrer dans le parc. Il manque des accès de ce côté-là. Donc des nouvelles entrées seront créées. Il y a une réflexion vraiment à avoir sur l'amélioration de l'accessibilité PMR, que ce soit pour les entrées, mais également l'accès aux différents équipements. On pense tout simplement juste aux tables de pique-nique. Donc ça, c'est des choses qui ont bien été intégrées et sur lesquelles il faut travailler. Renforcer la signalétique. Alors, il y a déjà un travail sur la signalétique qui a été refait dernièrement, vous l'avez peut-être vu, mais c'est peut-être à amplifier davantage, et notamment sur la signalétique, les demandes qui ont été faites, c'est comment est-ce qu'on identifie davantage l'offre sportive, les différents clubs présents dans le parc, et les créneaux disponibles, notamment pour accéder à un terrain de sport ou accéder à un espace. Et donc, il y avait des propositions qui étaient faites pour créer des plateformes mettant en relation les différents clubs, mettant en relation les usagers, etc. Je suis allé très vite. Il y aura l'entièreté des contributions en ligne et sur les panneaux, mais on souhaitait quand même aller assez vite pour garder un temps d'échange avec vous. Et donc, vous avez la parole par rapport à tout ce qui a été dit, à la fois sur la restitution de la concertation, mais également sur la présentation du projet qui vous a été faite. Et on va prendre plusieurs questions à la fois et on vous répondra avec plaisir. On va faire circuler des micros, je pense, qui sont derrière. On va prendre plusieurs questions. Oui, c'était très bien votre plan, ça nous fait rêver, c'est un super projet, mais le plus beau parc du monde, s'il est difficile et dangereux d'accès, c'est beaucoup moins attractif. Donc, premier problème, évidemment, c'est l'accessibilité à ce parc. Donc, la première question, quand on arrive à Ballard, au métro Ballard, une question toute simple, est-ce que ce ne serait pas possible de mettre sortie 1 et non pas sortie 6 ? C'est-à-dire que sortie 1, vous êtes sur le trottoir de gauche, alors que le trottoir de droite, c'est là où vous allez dans la boucle infernale. Donc ça, c'est une petite chose que l'on pourrait faire, qu'on demande depuis des années. Est-ce qu'on pourrait demander à M. Castex, par exemple, de faire simplement un petit panneau pour mettre ça ? Deuxième problème, c'est la rue Henri Farman. Depuis 1995, on a déjà alerté les pouvoirs publics, il y a eu les associations, il y a eu les parents d'élèves, il y a eu tout le monde. Il y a eu une enquête publique, il y a eu le commissaire enquêteur qui a donné le résultat. Et effectivement, il y avait un problème sur les piétons. Il a attiré l'attention sur les piétons. Donc, en attendant la RATP, la prolongation de la ligne 8, qui viendra peut-être un jour jusqu'à Val de Seine, enfin on espère, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour améliorer quand même ce parvis ? Parce qu'il a été amélioré, à l'époque il y avait un Sofitel et il y avait l'Aqua Boulevard, il y avait 2 entrées, il a fallu passer par un reportage sur Des Racines et des Ailes pour que finalement il y a eu une entrée uniquement à l'Aqua Boulevard. Les 2 entrées du Sofitel et l'Aqua Boulevard faisaient une entrée de parking. Là, actuellement, quand vous êtes piéton et que vous sortez de l'Aqua Boulevard, vous avez la piste cyclable, vous avez les motos, vous avez tout ça. C'est franchement un véritable danger, surtout quand il pleut. Vous ne voyez pas vraiment les pictogrammes qui sont par terre, qui sont très éloignés les uns des autres, et vous pouvez vous faire renverser. Donc c'est terriblement embêtant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui y vont seuls. Donc la première chose, c'est d'abord ça, l'accessibilité à ce parc. La deuxième chose, j'en profite, vous avez parlé du parking de Viparis qui va être déplacé sur une autre parcelle.
Pourquoi attendre et ne pas le mettre directement au parc des expositions? J'imagine qu'il y a sûrement des raisons. Mais le problème, c'est qu'on connaît le provisoire et souvent le provisoire devient permanent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une réflexion et faire pression pour que le parking Vie Paris aille directement au parc des expositions, puisqu'il doit atterrir, il doit arriver là-bas. La troisième chose, c'était, est-ce qu'on pourrait revoir exactement la récupération des parcelles? Parce que d'après votre croquis tout à l'heure, on avait l'impression qu'il y avait une bande au milieu et qu'il y avait bien le parc de chaque côté. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, on est bien d'accord. Donc, il y a l'héliport qui sera au milieu, qui va partager le parc. C'est bien ça. Donc, est-ce que c'est pas absurde? Est-ce que vraiment, il n'y a pas un moyen de faire éviter ça, cette absurdité quand même? Parce que Merci. Pour la pollution... On va passer Ok, la parole. Merci. Parce qu'il y a déjà 3 questions. On fait passer... Alors, on a bien noté la question sur l'accessibilité, le parking Vie Paris et les parcelles, et on précisera tout ça. On prend peut-être encore 1 ou 2 questions et après on répond. Je voudrais une question aussi, vous m'entendez là? Sur l'accessibilité du site et notamment la ligne 8 de Ballard. Je voudrais vous demander de faire un prolongement de la ligne 8. Ça va désenclaver l'Aqua-Boulevard, les frères voisins et avoir un accès beaucoup sécurisé parce que nous avons des jeunes sportifs et des jeunes sportives. Quand ils rentrent en hiver le soir, c'est très dangereux pour eux de traverser tout le Rembrandt à l'entrée du parc. Donc, de toute façon, je sais que ce plan est dans les cartons. Il faut peut-être le sortir du carton pour la première partie. Et ce serait dommage de faire tout un parc pour creuser un trou tout de suite après. Il vaut mieux creuser le trou avant. Voilà, donc je demande prolongement de la ligne 8, au moins jusqu'aux frères voisins. On vous répondra. On prend une dernière question et après, un petit temps de réponse. Bonjour. Ma question principale portera sur la sécurité lors de cette requalification-là, puisque moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis arrivée dans ce bel arrondissement du 15e auquel je suis profondément attachée, comme vous tous et toutes. Donc, ça serait la question de la sécurité, parce que le quartier entier, depuis Pierre-Avia jusqu'au bout de Ballard-Lourmel, n'a jamais été aussi en insécurité qu'actuellement. Tirs de mortier, coulées vertes avec ponctuées de 3 squats, un vendeur de sommeil éternel qui squatte et vend du sommeil. Ce n'est pas un pauvre petit monsieur, ce sont des vendeurs de sommeil. Sous tout le pont qui longe les vélos, l'arrière du parking du Médian, n'en parlons pas, c'est inqualifiable, squat par les mêmes gens fixes, plus drogue, tout ce qu'il y a qui va avec, on craint chaque été. Et maintenant, à l'arrière du bâtiment historique du paquebot Art déco, qui est aux 3 boulevards Victor, que je vous invite à visiter à l'intérieur actuellement. C'est un ouvrage classé pour lequel j'ai fait une intervention sur Radio Bleu hier. Donc, cet ouvrage classé, derrière, avec des squats pour lesquels on doit appeler la police parce qu'ils mettent le feu entre les arbres, parce qu'il y a, soi-disant, une non-qualification entre l'hôtel et ce lot-là, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est la SNCF Coulée Verte et la Ville de Paris. Donc, il ne faut pas se renvoyer la balle, il va falloir gérer sérieusement la sécurité. Chat échaudé craint l'eau froide. La Coulée Verte, on nous avait promis, lors du projet, une association qui viendrait s'occuper des végétaux. Elle l'a fait de réinsertion, elle l'a fait pendant un certain temps. Tout ça abandonné, les arbres en l'air, des potoirs pas possibles, des immondices. Au point qu'un adjoint au maire qu'on avait saisi est venu voir. Ah, mais il n'est pas monté, monsieur, parce que peut-être il n'a pas le temps. Mais peut-être il a la trouille, parce qu'il sait ce qu'il y a derrière. Il sait qu'il y a les squats avec les dealers qui sont derrière et qui nous pourrissent la vie. Donc, on n'a pas envie de revivre ça. L'insécurité, c'est noté. Il y avait un gardien, on a connu un gardien. Ce gardien est parti. Il habitait à demeure au parc à l'entrée. Il est parti parce qu'il était attaqué même de nuit. Donc, voilà.
Deuxième aspect, c'est les 1%. Vous savez que lorsque vous construisez des pollués, etc., mais surtout sur la construction, vous avez le droit à 1% au niveau artistique. Est-ce que vous ne pouvez pas prévoir de faire payer d'une manière artistique votre mur d'escalade? Après tout, pourquoi pas? Ça peut être aussi un objet artistique sur le thème de l'air, puisque nous sommes historiquement, et les gens y sont attachés, sur un terrain où s'envolaient les avions, en rappel. Donc ce serait aller très haut, ce serait bien d'aller très haut artistiquement aussi, en sachant qu'il y a 1% consacré sur le bâti aux ouvrages artistiques. De prendre la fameuse statue qui est magnifique dans le petit jardin où on vous invite à y aller. Cette statue art déco aurait beaucoup plus sa place et serait plus visible. Merci madame. Créer des barbecues électroniques. On va passer aux réponses. Avec des vraies zones de pique-nique. En tout cas, c'est bien noté pour la question de la sécurité et puis du 1% artistique. Merci. Peut-être sur la question de l'accessibilité qui étaient les premières questions qui étaient posées. Oui, quelques premières réponses, mais les techniciens, les sachants, ensuite compléteront. Ça fait des années que je demande à la direction de la voirie la réorganisation de la place de la Porte de Sèvres, qui est un capharnaüm invraisemblable. Je me demande comment il n'y a pas eu de mort encore d'ailleurs, étant donné qu'on a des flux de piétons de plus en plus nombreux qui arrivent de la rue du Colonel Piravia, puisqu'il y a des milliers de salariés qui, évidemment, pour rentrer chez eux, vont à Ballard pour prendre la ligne 8, etc., qui traversent à pied n'importe comment. Alors, vous avez vu qu'on a mis un passage piéton intelligent, si je peux dire, sur une bretelle d'accès au périph'. Bon, j'y suis allé d'ailleurs récemment. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est en panne, mais enfin, bon, normalement, il doit être... on attend des pièces de rechange, pas quoi. Mais enfin, l'idée est intéressante. D'ailleurs, on a réussi à faire modifier le code de la route pour permettre que ce genre de passage piéton dit intelligent au niveau des feux, il y a des caméras, des feux, etc., des bandes réfléchissantes, puisse être implanté aussi dans les différents endroits en France où il y a des carrefours dangereux, hein, parce que ça faisait partie d'une expérience que faisait la société Colas avec l'État, la sécurité routière, dans 4 ou 5 villes de France, enfin bref. Mais donc ça, c'est déjà un pas. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Sur la place de la Porte de Sèvres, moi je dis on ne peut pas continuer comme ça. Il y a quand même un moment où il faudra décider de bloquer une voie. Est-ce que c'est une bretelle du périph' qu'il faudra fermer? Est-ce qu'il faudra reconstruire la place? Mais enfin, là, ce n'est pas possible. Il y a un embouteillage permanent. Et ensuite, on a des vélos qui sont au milieu de la circulation automobile, des trottinettes, des piétons. Enfin, tout ça se croise n'importe comment. Ce qu'il faut savoir, enfin, je parle sous le contrôle des responsables de la ville, c'est que nous allons avoir des travaux, d'après ce que nous dit la RATP. Le T2 est la ligne de tramway la plus fréquentée de France. 250 000 passagers par jour, ce qui est colossal. Donc ce que veut la RATP, c'est accélérer la cadence des rames pour pouvoir transporter plus de monde. Pour accélérer cette cadence, il faut modifier la station terminale du T2, place de la Porte de Versailles. Il faut l'allonger pour permettre le retournement des rames, ce qui permettra d'accélérer les cadences. Il y a 1 an de travaux. C'est au pied de la tour Triangle en plus. Alors je ne vous dis pas les travaux, enfin bref, dans ce chantier, dans ce coin-là. Mais il y a 1 an de travaux que la RATP n'a pas encore lancé, mais je pense que c'est prochain, enfin on n'a pas encore les éléments précis, mais pendant cette année de travaux, il faut bien qu'il y ait un terminus du T2. Or, ce terminus, où il sera, d'après vous? Place de la Porte de Sèvres. Voilà, donc ça va être très très sympa. Ben oui, d'accord, mais que faire? Vous voyez, allez voir la RATP, allez voir M. Castex, il dit lui qu'on ne veut pas changer les choses, mais en tout cas, voilà. Donc c'est ce qu'envisage la RATP. On n'a pas encore plus de précision, mais c'est que pendant une année entière, prochainement, la place de la Porte de Sèvres sera le terminus du T2 qui ne sera plus Porte de Versailles, mais Porte de Sèvres. Donc ça ne va pas faciliter les choses. Alors on ne va pas réaménager la place avant, enfin je parle sous le contrôle de la direction de l'urbanisme, forcément, ça n'a pas de sens. Mais après, oui, cette place de la Porte de Sèvres, en plus, doit être l'entrée monumentale, si je peux dire, du parc Suzanne-Lenglen. Et c'est là qu'il doit y avoir l'accessibilité maximale avec tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Madame Largillière a parfaitement raison. Je la soutiens dans toutes ses propositions, si je peux dire, qu'elle réitère depuis maintenant des années d'ailleurs, et c'est bien d'être constant dans vos propositions. Nous, on enregistre et puis on essaie d'avancer pas à pas, mais ce n'est pas toujours facile, comme d'ailleurs le fait
de prévoir une modification de la signalétique 1 par rapport à la ligne 1, par rapport à la ligne 6, évidemment. Vous avez parfaitement raison, vous le demandez à chaque réunion pratiquement. Nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la RATP de le faire à chaque réunion, et puis à chaque réunion, on se rend compte que ce n'est pas fait. Mais voilà, on en est là, et je suis désolé de dire ça. Je suis d'accord également avec vous, totalement, et ça, je demande vraiment à la direction de l'urbanisme d'essayer de le faire, parce que le parc d'exposition, c'est des dizaines et des dizaines d'hectares. Comment imaginer qu'ils n'ont pas la place de mettre dans leur parc le parking à car qui leur sert, enfin à car à camion d'ailleurs, qui leur sert pour les va-et-vient des transits entre les... Bon. Alors aujourd'hui, c'est pas ce qui est prévu. Ils nous disent qu'ils n'ont pas la place parce qu'ils rénovent le parc. Mais là, on est en discussion avec le parc d'exposition parce qu'il faut absolument qu'on récupère ce parc à camion. Sinon, ça obère une partie importante de ce nouvel aménagement dont nous parlons depuis 2 heures. Enfin, c'est pas acceptable. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait un effort du parc. Les 2 parcelles, bah oui, c'est ce qu'on reproche. Enfin, de toute façon, vous avez bien vu que la DGAC, il va à reculons tout le temps. Donc, l'accord avec l'État se fait sur 3,5 hectares, puis après on se rend compte que ces 2 parcelles qui sont de part et d'autre, qui ne sont même pas reliées entre elles, qui nous sont délivrées, et au milieu la piste d'atterrissage, où on nous demande encore des mètres et des mètres de séparation entre la piste, l'héliport et puis les 2 parcelles, ce qui nous fait perdre encore du terrain. Enfin, vraiment, ils ne sont pas de bonne volonté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Quant à la prolongation de la ligne 8 que vous évoquez, elle est dans les projets. Je retrouvais vous m'avez donné d'ailleurs des éléments de 1995 d'ailleurs. 1980, j'ai des documents de 1995 où déjà on demandait la prolongation de la ligne 8. Donc vous voyez, ça prend du temps quand même. Hein. Et puis là actuellement, même si tout le monde est d'accord, il y a juste à trouver le financement, quoi. Enfin, si j'ai bien compris. Et donc c'est pas dans les projets immédiats malheureusement, mais c'est nécessaire. Quant à la sécurité, ce nouveau quartier sera vidéoprotégé. Le nouveau quartier que j'évoquais, enfin que nous évoquions tout à l'heure, que j'évoquais, qui n'est pas l'aménagement de l'héliport, mais qui est à côté sur l'Aqua Boulevard par WO2, WO6, WO2, WO2. Il sera entièrement vidéoprotégé, il y aura beaucoup de caméras. C'est cette allée piétonne, vous voyez, cette allée piétonne qui reliera la porte de Sèvres aux frères voisins, en fait, c'est l'allée que vous voyez actuellement dans l'Aqua Boulevard qui est couverte où il y a des Decathlon. Vous voyez, quand vous entrez dans l'Aqua Boulevard, il y a des Decathlon, c'est une allée couverte qui traverse tout. Ben ça va être détruit. Et ce sera une allée piétonne, arborée, qui ira presque jusqu'aux frères voisins, enfin jusqu'au bout de la parcelle. Et tout ceci sera à la fois arboré et, je dois dire, fermé la nuit, pour justement éviter un certain nombre de problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ça. Donc il y aura des caméras qui seront un peu dispersées un peu partout. Il y aura également... on en a eu d'ailleurs à des patrouilles équestres, c'est pas seulement ça bien sûr qui fera la sécurité, mais de la garde républicaine que nous avons eu il y a quelques années. C'est pas mal non, bien sûr que c'est pas suffisant, mais c'est un petit plus que je redemande à la garde. Et puis il y a bien sûr la nécessité d'avoir plus de police municipale qui monte en puissance peu à peu, mais peu à peu, voilà, et qui aussi doit être aidée par les agents des parcs et jardins. Parce que lorsqu'on a ouvert la petite ceinture ferroviaire, la petite ceinture en coulée verte, le problème, c'est que nous n'avons pas eu une augmentation d'effectifs et que donc ce sont les agents des parcs jardins du parc Citroën qui ouvrent et qui ferment la petite ceinture, mais qui n'ont absolument pas le temps dans leurs horaires, dans leur amplitude horaire, d'aller faire des patrouilles sur la petite ceinture. Donc c'est un sujet, évidemment. Quant à l'association, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, elle existe toujours puisque nous la subventionnons et elle est payée pour entretenir la petite ceinture. Si, elle le fait, mais peut-être pas assez, alors je ne sais pas. Mais donc, en tout cas, j'enregistre ta demande pour qu'on leur dise qu'avec les subventions dont ils bénéficient, qu'ils aillent plus loin. Et les agents de sécurité aussi, ils sont démunis parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être suffisamment épaulés par la police nationale. Ah, mais la police nationale n'ira pas, il ne faut pas se leurrer. Non, mais là, on a là effectivement des demandes. On a des demandes au niveau de la police nationale. On a des demandes au niveau de la police nationale pour les squats. Mais après, ça, c'est une compétence police nationale. Hein. Quant à la statue, c'est une statue qui a été faite par Sarah Bézol lui-même. Donc, elle doit être dans le square Sarah Bézol. On n'a pas le droit de la bouger.
Oui, mais donc je vous invite. Le square Sarah Bézol a été entièrement refait récemment par les Parcs et Jardins. Je vous invite à le fréquenter. Il est magnifique. On peut y pique-niquer d'ailleurs, comme tu le disais. Peut-être un ou deux compléments par rapport à la réponse de Monsieur le maire. Effectivement, la réalisation du nouveau projet de l'Aqua-Boulevard va imposer de refaire les abords. Monsieur le maire évoquait cette grande allée piétonne qui, depuis la place de la Porte de Sèvres, permettra de rentrer dans l'Aqua-Boulevard à l'air libre avec une allée plantée. Donc ça va imposer qu'on refasse la place de la Porte de Sèvres. Donc ce sera l'occasion d'avoir un projet ambitieux. Aujourd'hui, c'est un parking qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas de beauté, qui ne sert pas à grand-chose à part d'être un lieu de stationnement. Donc on a un peu de temps devant nous pour, à l'échéance d'ouverture du nouvel Aqua-Boulevard en 2026, pour repenser cette place devant. Alors, bien sûr, on ne pourra pas totalement supprimer la circulation, et Monsieur le maire évoquait en introduction l'intérêt d'avoir un nouvel axe nord-sud qui pourrait être parallèle à celui de l'avenue de la Porte de Sèvres, qui aujourd'hui, vous savez, est très fréquentée. Il n'y a pas d'aménagement cyclable sur cette avenue aujourd'hui, c'est très dangereux pour les vélos qui sont nombreux à se rendre à l'Aqua-Boulevard, et ça vient du fait qu'on a malheureusement un seul cordon entre le sud du périph' et le nord. Donc il faut absolument qu'à terme, alors ce sera des travaux importants de passer sous le périphérique, mais il faudra qu'on puisse se projeter, alors je ne sais pas si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais d'avoir cette seconde liaison nord-sud. Peut-être un complément aussi sur Viparis, bien évidemment, le parking, nous leur avons tout de suite dit, il faut que vous rapatriez les poids lourds sur votre emprise. C'est la première chose qu'on leur a dite. Aujourd'hui, ils nous assurent la main sur le cœur qu'ils n'ont pas la place. Donc on continue les discussions. Simplement, ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ça bloque. C'est-à-dire que si on arrive à les convaincre de prendre tout ou partie des poids lourds sur leur emprise, on aura gagné. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'à l'horizon 2025, quand on va récupérer les 3,5 hectares, ça nous bloque d'avoir toujours ce parking. D'où la réflexion qu'on a menée, de dire si on n'a pas trouvé de solution d'ici là, on les bascule côté nord et ça permet d'ouvrir la totalité de cet espace sud de la piste. C'est pour ça qu'on a comme ce plan B, cette carte dans la Manche, pour ne pas se retrouver coincé. Et puis peut-être dernière chose, Monsieur le maire évoquait le fait qu'on aura ce nouveau terminus du tramway T2, qui va être réalisé avenue de la Porte de Versailles, avenue Ernest Renan plus précisément. Simplement préciser que ça va être l'occasion de végétaliser la plateforme du tramway, ce qui sera un gain en termes de végétalisation de cette avenue qui est très minérale aujourd'hui. Donc il va y avoir effectivement une année de travaux pour aménager ce système de retournement des tramways plus efficace pour avoir plus de fréquences. Mais on aura, à l'issue de ces travaux, une avenue Ernest Renan qui sera beaucoup plus belle qu'aujourd'hui, avec une plateforme du tramway végétale, comme elle est déjà sur le tramway T3, sur les maréchaux, où vous savez qu'on a beaucoup de végétation, et c'est vraiment à la fois très beau, et ça permet aussi d'avoir un espace qui n'est pas minéral. Alors, il nous reste 15 minutes. Il y avait des questions de ce côté-là. On prend une série de questions encore, et après, il y avait 2 personnes et une personne au fond, il me semble. Oui, bonjour. Monsieur Coquet, président du Rugby Club Paris 15. J'ai bien noté que vous avez pris en compte le fait qu'on avait des problèmes de terrain. Nous, notre cas concret, c'est qu'on a 650 licenciés. Avec la Coupe du Monde, on nous promet 30% de licenciés en plus. Je partage le terrain avec le football américain, qui n'a pas de créneau sur le terrain. Le terrain est tracé, mais il joue après 22 heures. Donc on a un problème actuel. Donc j'ai bien compris qu'il y avait dans l'air du temps un terrain grand jeu. Je n'ai pas tout à fait compris le calendrier, ni quel bâtiment vous alliez détruire pour que ça soit réellement faisable. Donc du coup, je ne sais pas si c'est faisable. Et en tout cas, nous, on souhaite que ce terrain soit ouvert à tous les sports, en fait. Donc on demande notamment que le terrain de rugby soit tracé. On peut faire du football américain, mais qu'il soit ouvert à toutes les pratiques. Et du coup, comme je ne connais pas votre calendrier, je me posais la question de savoir si temporairement, il y aurait pu y avoir un demi-terrain de foot en synthétique qui aurait pu servir à tout le monde le temps que ce terrain de grand jeu se mette en place. Bonjour, je suis habitante des Frères Voisins et j'avais une question par rapport à une des entrées que vous avez prévues, celle donc sur le boulevard des Frères Voisins face à la station-service. Est-ce que cette entrée va faire passer les gens par la cité des Frères Voisins pour accéder juste là, ou est-ce qu'il est prévu une autre entrée sans passer par chez nous? En fait, c'est ça la question. Voilà, merci. Une troisième question et après les...
Oui, bonsoir. Benoît de Lamberterie, je suis le président de l'OMS 15 et je pense pouvoir m'exprimer au nom de nombreuses associations sportives qui sont adhérentes de l'OMS 15 et qui sont également des associations usagères des équipements sportifs du parc Suzanne Lenglen. J'ai bien reçu et entendu là, tout ce qui a été présenté ce soir. Et en fait, plus qu'une question, moi je tiens à exprimer un vœu fort de la part de ces associations qui, pour certaines d'entre elles, exercent leurs activités dans le parc depuis 40 ans et qui, depuis de très nombreuses années, subissent des affres extrêmement difficiles d'utilisation de certains équipements, et notamment les vestiaires, pour ne citer que cela. Et il me semble qu'il y a une occasion rêvée de pouvoir donner au parc Suzanne Lenglen, et également au-delà de ça au 15e et à la ville de Paris, des équipements sportifs aux associations qui soient dignes, et je dis bien dignes, d'une ville olympique. Et donc il faut à tout prix profiter de cette occasion, quand on récupère des espaces, pour prendre en compte les cahiers des charges des associations sportives qui, quand elles sont en compétition, ont souvent des cahiers des charges extrêmement rigoureux, qui, quand on ne les respecte pas, peuvent amener à des forfaits ou à des pertes de rencontres sportives sur tapis vert. Et donc, il faut à tout prix que les associations sportives aient, comme l'a dit Christophe, suffisamment d'équipements pour s'entraîner, mais également de locaux associatifs, de locaux réglementaires pour les contrôles antidopage, pour l'infirmerie, pour les parties administratives des rencontres. Ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on est en déficit endémique sur ce site. Il faut également, certains règlements de compétition fédéraux le prévoient, quelquefois pouvoir accueillir des officiels qui viennent de loin et leur offrir une place de parking. Moi, quand j'étais président du même rugby club Paris 15, j'ai rencontré des difficultés à ce niveau-là. La compétition sportive est exigeante. Elle est exigeante pour tout le monde. Elle est exigeante pour les sportifs qui représentent la ville et le 15e. Et il faut que cette démarche prenne en compte toutes les exigences des associations sportives qui sont nombreuses et qui, suivant leurs spécificités, ont des besoins qui sont... c'est l'occasion d'en prendre connaissance et de les prendre en compte. C'est des éléments qui étaient bien pris en compte. En tout cas, je n'ai pas pu aller dans le détail, mais sur tout ce que vous venez de raconter, c'est des choses qu'on a bien inscrites dans le compte-rendu, en tout cas, et le bilan de cette concertation. Et il y aura un échange là-dessus, en tout cas. Et il y avait peut-être une dernière prise de parole. J'ai vu une main se lever. Ah, c'est une troisième prise de parole, alors. Oui, c'était simplement, je suis désolée d'insister sur l'accessibilité. C'est bon ? Je ne sais pas, allez-y. Désolée d'insister sur l'accessibilité. Non, c'est l'autre. Sur l'accessibilité, simplement en attendant que la RATP veuille bien nous mettre un panneau sortie 1 plutôt que sortie 6, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre par exemple un feu devant à l'arrêt du 39 ? Parce que quand on descend le 39 qui se trouve sous le pont du périph', le réflexe évidemment c'est d'aller vers Suzanne Lenglen, c'est pas de revenir en arrière. Donc là, est-ce qu'il y aurait une possibilité ou une faisabilité de mettre un feu rouge pour que nos jeunes puissent passer de l'autre côté, le but étant toujours passer de l'autre côté. L'autre question, c'était de revenir sur l'entrée du côté de Collenavia. Je n'ai pas bien compris, parce que du côté de la Cité des Frères Voisins, pour le moment, il y a un escalier, donc c'est complètement inaccessible pour les PMR, on est d'accord. Mais elle serait où exactement, cette entrée ? On va revenir, c'était la question que posait Madame, on va apporter des réponses là-dessus. Ok, si c'était au niveau de la Palmeraie, d'accord. Et l'autre chose beaucoup plus pratique, est-ce qu'on répète, qu'on demande depuis des années et des années, ce sont évidemment des fontaines dans le parc Suzanne Lenglen. On sait bien qu'il y a des points d'eau, mais d'abord ils sont très discrets, on ne sait pas où ils sont, il faut les chercher, il faut ça le c'est bien noté en tout cas, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas pris de la parole ? Je suis désolé parce que comme on n'a pas beaucoup de... Et la dernière chose qui n'a pas été évoquée encore, c'était l'éclairage. L'éclairage des tables de ping-pong. Donc les terrains de foot sont vraiment très très bien éclairés, là il n'y a pas de souci, même quand il n'y a personne. Mais par contre les tables de ping-pong qui sont de l'autre côté, il n'y a pas d'éclairage, il faut se débrouiller comme on peut. Donc est-ce que ce serait possible de mettre un petit réverbère du côté des tables de ping-pong ? Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Il y avait juste une dame qui n'avait pas encore pris la parole ici, et après, on passera un temps de réponse. Qui veut la dame en blanc, là. Oui,
Oui, bonjour. Momentanément, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour faciliter la circulation autour de l'Aqua-Boulevard et pour éviter des gros travaux de prolongement du métro 8, de prolonger la ligne du bus 39 jusqu'au Val-de-Seine qui existait avant? C'est-à-dire que ça ne coûterait rien du tout. Tous les arrêts d'autobus existent. Le terminus au Val-de-Seine existe. Donc, il n'y aurait aucun frais à faire. Et ça pourrait peut-être faciliter quand même le contour de l'Aqua-Boulevard plutôt que des millions, des dépenses, voilà, astronomiques avec le prolongement du métro 8. Pourquoi pas les deux après? Mais en tout cas, là, entre-temps, c'est simple et il n'y a aucun frais. Simplement, le terminus pourrait être déplacé vers le Val-de-Seine. Ça éviterait le bruit qu'il y a parce que les bus n'arrêtent pas leur moteur. Et en plus, comme c'est une zone où il y a des commerçants, les camions qui livrent se mettent sur les arrêts d'autobus et la circulation est complètement bloquée. Ce qui fait que quand vous avez un camion de pompiers qui passe, il est bloqué. Merci. Gilles, peut-être apporter des précisions sur les entrées ou C'est noté. Gilles, pour répondre peut-être aux questions sur les entrées et en tout cas apporter des précisions et le terrain de grand jeu qui était posé. Les questions côté frères voisins et Pierre Rabia. Il marche plus le micro? Ici Val-de-Seine, voilà. Et cet enjeu-là, qui est l'enjeu d'actualité avec Aqua Boulevard, c'est la traversée d'Aqua Boulevard. Je vous ai montré le plan de l'orientation d'aménagement, du plan local d'urbanisme. Et cette négociation qu'il y a eu avec Aqua Boulevard, ils ont une voie, j'ai envie de dire, de service, entre guillemets, qui est le long de la Palmeraie. J'ai entendu quelqu'un citer la Palmeraie. Donc la Palmeraie, ce site événementiel va être démoli, hein, dans le cas d'Aqua Boulevard. Et l'idée, c'est de prolonger cette voie qui existe. On est dans l'économie de projet et de moyens, c'est-à-dire, de l'économie dans le bon sens du terme. On crée une voie là où la trame urbaine existe déjà. Et l'idée, c'est de, tout simplement la prolonger pour sortir sur le parc Suzanne Lenglen. Donc ça, c'est un accord qui est passé avec Aqua Boulevard au Conseil de Paris de décembre dernier. Il y a des échanges fonciers avec Aqua Boulevard. C'est un bail à construction, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est des gens qui sont sur des terrains Ville de Paris et qui ont construit donc ce projet Aqua Boulevard sur les terrains Ville de Paris. Et dans le cadre de leur restructuration, on en a profité pour renégocier les termes de cet accord foncier du sol pour leur demander de bien vouloir intégrer cette liaison supplémentaire. Alors, on ne rentre pas dans la concertation frères voisins. Quand vous serez dans la concertation avec Paris Habitat, on vous posera la question pour les habitants des frères voisins de passer par chez vous, entre guillemets, c'est-à-dire de vous ouvrir plus sur le parc. Il y a cette idée où on résidentialise, on protège, où on traverse. Bon, l'idée, c'est de pouvoir traverser, mais ça ne sera jamais la grande circulation publique qu'on veut faire sur Aqua Boulevard. Oui, non, mais après, voilà. Mais c'est vrai que du coup, avec cette fermeture, cette clôture, la cité s'est un peu retournée sur la partie intérieure, sur la cour intérieure, qui n'est pas vraiment une cour. Et vous aviez signalé la dernière fois que les enfants ne venaient plus dans le parc. Et c'est vrai que il y a l'idée quand même que cette cité se retourne. La liaison servira, mais ça, on renvoie ça à la concertation que vous aurez avec Paris Habitat. Mais cette nouvelle liaison, qui n'existe pas, et pourtant on la voit quand on est sur la rue Piravia, c'est le prolongement de cette voirie qui est entre la Palmeraie et les logements de la RIVP et de la PHP au bout. Sur le terrain de grand jeu. Terrain de grand jeu. Il y avait une question. Je vais laisser Stéphane répondre. Oui, effectivement, donc le projet prévoit bien la réalisation d'un nouveau terrain de grand jeu. Christophe, très bien. Cabinet de Pierre Abadan. Oui, bonjour. Christophe Ribet du cabinet de Pierre Abadan, donc l'adjoint au sport, Jeux Olympiques Paralympiques à la Seine.
qui s'excuse de ne pas pouvoir être là. Il avait un autre événement en même temps au Stade Charletti. Pour le terrain de grand jeu, on a effectivement bien conscience qu'on a besoin tout autour de Paris. On est en manque de terrain de grand jeu, on a beaucoup de demandes. Donc c'est pour ça qu'on a bien effectivement ce projet. On regarde ça avec la DJS, Laurent Corbin du service d'équipement qui est là. On a cru comprendre quand même qu'il y avait un petit sujet à vérifier par rapport à la proximité de l'héliport, donc à savoir quel type de terrain de grand jeu on va pouvoir faire, ce qu'on sera autorisé de faire par rapport à un héliport qui sera toujours en fonction, donc ça on doit le regarder, mais on a bien ça en tête. Pour la question des pratiques sur les terrains synthétiques de foot, il y a peut-être le responsable de la circonscription, M. Schott, qui peut y répondre. Là, moi, je ne pourrais pas vous dire, mais s'il y a des possibilités, bien sûr, on les regardera. De toute façon, on est à votre disposition. Oui, peut-être 2 mots sur la question de prolongation du bus 39. Alors, c'est une question qui est intéressante. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que Val-de-Seine, il y a plusieurs terminus de bus qui existent déjà. Donc, il n'est pas certain qu'il y ait de la place. Mais il y a d'autres lignes qui ont été depuis créées. Et le Val-de-Seine est devenu un grand pôle d'échange puisqu'il y a le RERC, le tramway, il y a plusieurs lignes en terminus, c'est un très grand pôle d'emploi. Mais on pourrait tout à fait solliciter Île-de-France Mobilité, qui est compétent pour organiser les réseaux de bus, sachant que ça n'aurait pas de coût en termes d'infrastructure, mais ça aurait un coût en termes de fonctionnement puisque ça consistera à prolonger un peu la ligne. Et donc Île-de-France Mobilité, qui doit équilibrer le budget des transports franciliens, serait, j'imagine, vigilant au coût de cette prolongation qui n'est pas très longue, mais il faudrait quand même regarder précisément. Mais on pourrait saisir IDFM de cette question. Oui. Je suis désolé d'accélérer un petit peu parce qu'il y a le train qui a redémarré et puis il y a une visite du parc qui vous est proposée également avec le train et il y a le buffet qui est à l'extérieur. Donc on va devoir s'arrêter là. Rappelez aussi que c'est une étape en fait, une nouvelle étape dans la concertation. Ça ne se termine pas là. Il y a encore une urne qui est présente si vous voulez nous écrire des choses qui viendront s'ajouter dans le bilan. C'est encore possible. Et c'est un projet qui évolue encore, donc il y aura toujours des discussions ouvertes. On vous remercie en tout cas pour votre présence, pour ces temps d'échange. Et puis on se retrouve dans le train tous ensemble. Merci.